Alors, nous sommes réunis pour une table ronde avec un thème tout à fait intéressant. C'est comment je me suis emparée de l'univers d'un autre, avec Brandon Sanderson, Jasper Fforde, Fabrice Collin et Nicolas Fructus. Donc, je vais vous les présenter un tout petit peu. Donc, Brandon, que nous connaissons pour un certain nombre de livres qui ont déjà été publiés chez nous, des séries, donc la série Elantris, qui est parue aux éditions Orbit. Donc il y a Elantris, Chute et Rédemption. Il y a également une série Fils des Brumes, avec 3 titres, L'Empire Ultime, Le Puits de l'Ascension et Le Héros des Siècles. Il a également publié en jeunesse une série qui nous a beaucoup amusé, Alcatraz et les infâmes, Alcatraz contre les infâmes bibliothécaires, Alcatraz contre les ossements du scribe et Alcatraz contre les traîtres de Nalala. Je ne sais pas si je le prononce très bien. Donc cette série est parue chez Mango, je vous la conseille, elle est très amusante. Voilà, donc Brandon a été, et dans ses livres non traduits, il y a je pense, je ne sais pas si c'est un seul titre ou si c'est une série, qui s'appelle Mistborn. Ah, c'est Fils des Brumes, d'accord. Donc ça a été traduit, d'accord, ok. Donc c'est moi qui n'ai pas tout à fait au point. Donc Brandon participe à cette table ronde parce qu'il a été choisi comme certains d'entre vous le savent peut-être, pour succéder à Robert Jordan après son décès, pour écrire la fin du cycle de la Route du Temps. On va passer à un français. Fabrice Collin, donc, qui est un écrivain français que vous connaissez peut-être parce que bon, il est transgenre, il a publié à la fois des romans pour la jeunesse, des romans pour les adultes. Bon, il a commencé par publier des romans pour les adultes, en science-fiction, en fantasy, vraiment tous azimuts. Il a d'abord été rédacteur de jeux de rôle, pigiste et collaborateur de la revue Casus Belli avant de rencontrer un éditeur qui s'appelle Stéphane Marsan, avec lequel il a publié son premier roman qui s'appelait 9e cercle en 1997. Et puis, bon, c'est un de nos lauréats. On peut signaler d'ailleurs que tous les auteurs ici présents ont été finalistes aux lauréats du Grand Prix de l'Imaginaire. Et il est également scénariste de bande dessinée, donc il vient d'avoir le Grand Prix de l'Imaginaire en tant que co-auteur de la série La Brigade Chimérique avec Serge Lehmann et Geste. Et il est donc scénariste de BD et auteur de pièces radiophoniques. Voilà. Et donc Fabrice participe à cette table ronde en tant qu'auteur de Elric, Les Buveurs d'âme. Donc il a, je ne sais pas, il nous expliquera ça tout à l'heure, écrit ou co-écrit avec Michael Moorcock. Jasper Fforde, que nous connaissons bien aussi, puisqu'il a publié une série qui est maintenant culte en France après avoir été culte en Angleterre, qui est la série des Sœurs des Next, qui est parue au Fleuve Noir. Donc il y a, je pense, 5 titres parus à ce jour. L'affaire Jeanne R, Délivrez-moi, Le Puits des Histoires Perdues, Sauver Hamlet, Le Début de la Fin, et puis un titre à paraître, je pense, qui est One of... Bon, excusez mon anglais, il va nous le dire, One of Her, Thursday is Missing. Voilà. Et donc... c'est assez intéressant de savoir que le premier roman, cette fameuse affaire Jeanne R de Jasper, a été refusé 76 fois avant de trouver son premier éditeur. Parce que c'est absolument fantastique de se dire que ce roman, qui est un bouquin que nous adorons tous, a essuyé tellement de refus avant, finalement, dès sa publication, de connaître un très grand succès littéraire. Voilà. Donc Jasper vit, je n'ai pas dit que Brandon Sanderson était américain, et vit aux États-Unis. Je ne sais plus où vous viviez, Brandon. En Utah. En Utah.
Jasper vit au Pays de Galles. Et je crois qu'il est fan d'aviation. Voilà, c'est son hobby. C'est plus qu'un hobby peut-être. Il nous dira ça éventuellement tout à l'heure. Et voilà, on peut classer ces romans dans le genre light fantasy dans la mesure où je pense que l'humour domine. Voilà. Et il participe donc à cette table ronde ce soir. J'ai encore de... Oui, ça marche le micro là. Il participe à cette table ronde justement pour cette série de Serve the Next, voilà, puisqu'elle est plus orientée, je me suis emparée des héros de la littérature, mais on parlera quand même de son dernier roman qui vient de sortir aux éditions du Fleuve Noir, Moi, Jennifer Strange, dernière tueuse de dragons. Alors, Nicolas Fructus. Donc Nicolas est donc Nicolas est un auteur français, bien sûr. Lui, il est plutôt du côté de l'illustration, de l'image. Il a été diplômé en 91 de l'école Émile Cole, qui est la grande école pour les illustrateurs français. Et il a commencé, je pense, Nicolas, tu as commencé par réaliser des couvertures pour des éditeurs, le livre de poche, la collection Notre-Temps des éditions Fleurus Mam. Et tu as toujours poursuivi cette collaboration d'illustrateurs, puisque maintenant tu illustres pour la revue science-fiction Bifrost. Et entre autres, bien sûr. Et puis ensuite, donc Nicolas s'oriente vers le dessin animé, et pour France Animation, pour Marina Productions, il se tourne ensuite vers le jeu vidéo, il travaille avec Mébius, avec Philippe Drouillet, il définit des chartes graphiques de jeux vidéo comme Faust, Louvre, Pompéi, Casanova, et il n'abandonne pas pour autant le dessin animé, puisqu'il fait les storyboards de Wit Squad, donc pour une maison de production qui s'appelle France Animation, qui est bien connue justement pour produire des dessins animés français. En 2001, il se lance dans la bande dessinée et sa maîtrise de l'infographie lui permet de réaliser un premier album tout à fait intéressant dans la mesure où finalement les gens qui regardent cet album ne veulent pas croire que c'est de l'infographie puisqu'il finalement il arrive à quelque chose qui ressemble à du crayonné, quoi. C'est à peu près ça. Voilà. Donc cette première série s'appelle Torrens, je le prononce bien, Torrens, voilà. C'est poursuivi et terminé, je crois qu'elle est terminée cette série, voilà. En parallèle avec Torrent, en 2002, il débute une collaboration avec Luc Besson, qui va poursuivre pendant 3 ans, sur Arthur et les Minimoys. Combien 6 ans. Donc effectivement. Et bon, ça c'était 2002, 6 et 2008 c'est terminé. Et puis voilà, donc depuis 2005, il continue à faire des illustrations fantastiques. Voilà. Il y a une série en cours, Showman Killer. Et Nicolas intervient ici pour un collectif qu'il a réalisé avec 4 auteurs qui sont des auteurs de fantasy SF. Et ce collectif qui est paru aux éditions Nemos s'appelle Cadas, le guide de la cité inconnue. Donc vous aurez reconnu peut-être l'ombre du grand Lovecraft. Voilà. Donc j'ai fait le tour de nos auteurs. Alors, d'une certaine façon, il semble que vous y êtes tous ici voulu prolonger un espèce de bain, en quelque sorte une admiration que vous avez éprouvée quand vous étiez enfant, adolescent, peut-être plus adolescent qu'enfant, avec des auteurs que vous aviez profondément admirés et qui finalement ont sans doute quelque part eu un rôle de formation pour vous. Et je voudrais savoir si c'est vrai pour Jasper. Lisait-il le théâtre et les romans classiques quand il était adolescent? Et Nicolas, je voudrais savoir si vous aviez découvert Lovecraft quand vous étiez adolescent. Si vous aviez déjà découvert ces univers. Donc peut-être Jasper d'abord et Nicolas ensuite. I had a very interesting upbringing because I come from a very intellectual family.
Everyone's gone to university, and everyone has a doctorate except me. So I'm the stupid one. So for most of my upbringing, on one hand, I had Shakespeare, and theatre and the classics, and on the other hand, I had me, which was more to do with Monty Python and the wonderful, wonderful comics, of course. We had sort of Eagle and 2000 AD and all that sort of stuff when I was young. And also sitcoms, of which the British sitcoms of the 70s were fantastically good. Of course, Crown in the Jewels, Jewel in the Crown, sorry, being 40 Towers, but there were a lot of extremely good comedy. So I had this odd fusion in my teenage years of extreme intellectualism and also, fart jokes at the other end of the scale. So I kind of was brought up with this strange sort of dichotomy. Which I think emerged into my books. No, you don't. Frog jokes. You say rude jokes. Donc oui, pour moi c'est assez intéressant parce que je viens d'une famille d'intellectuels. Tout le monde est allé à l'université, tout le monde a obtenu son doctorat, sauf moi. Je suis un peu l'idiot de la famille. Donc d'un côté on avait Shakespeare et les classiques littéraires, et de l'autre on avait plutôt les Monty Python. Alors moi j'étais plus proche des Monty Python quand même. Les BD, les séries télé des années 70 qui étaient très intellectuelles, notamment Jewel Crowns, c'était ça? Non, 40 Towers, c'est Monty Python. Donc encore des séries des Monty Python. Et donc c'était vraiment un espèce de mélange comme ça, d'un côté intellectuel et de blagues, comment dire, voilà, ok, voilà, des blagues potaches, voilà. Et donc j'ai été élevée dans cette espèce de milieu, de mélange étrange qui doit se ressentir dans mes romans. C'est dur de passer après. Dans le rapport à Lovecraft, je pense qu'on est pas mal dans ce cas, on est toute une génération, on avait à peu près entre 12 et 15 ans et pas mal joué aux jeux de rôle. Et en jeu de rôle est sorti l'Appel de Cthulhu dans les années 80, et c'est ce qui a suivi. En dehors de la qualité du jeu, il n'existait que Donjons Dragons et l'univers médiéval fantastique, grosso modo. Et quand l'Appel de Cthulhu est arrivé, nous on a tous fait des gros yeux, parce qu'on était quand même beaucoup à pas du tout avoir lu ça, et avoir découvert le jeu bien avant les écrits de Lovecraft. Dans la foulée, évidemment, on a lu tout ça. Ce qui était marrant, du coup, c'était quand on a commencé le livre, c'est-à-dire qu'on était tous des quadragénaires à se dire, et finalement, si on faisait un livre sur Lovecraft. Donc on a tous eu l'œil qui brillait, mais chacun de nous, le soir en rentrant, on s'est dit, oulala, mais ça se trouve c'est nul Lovecraft. Aujourd'hui, pour nous, lecteurs de 40 ans, est-ce que c'est pas daté, est-ce que c'est pas... On s'est tous remis à lire, et en fait, ça nous a refait rêver. Alors, d'autant plus Des Mondes et Merveilles, qui est une œuvre un peu à part chez Lovecraft, et qui a vraiment une autre dimension. Et on a replongé comme quand on était ado, et ça c'est assez magique. Voilà, en plus, moi je ne m'attendais pas à ça. Je m'attendais vraiment à me dire, bon, je vais illustrer parce qu'il y a un patrimoine d'images sur Lovecraft qui est très important. Je me suis dit, on va continuer dans cette idée-là, c'est-à-dire de continuer après les visuels. En fait, non, il fallait juste relire Lovecraft, et c'est vrai que finalement, il est pas mal oublié, je trouve, dans les visuels qui représentent généralement Lovecraft. Merci Nicolas. Alors maintenant, ça me paraît intéressant de comparer les expériences de Brandon et de Fabrice, qui se sont attaqués tous les deux à prendre la suite en écriture de deux monstres, on peut dire, de la fantasy, des monstres. Donc Brandon, avec une icône récemment décédée, Robert Jordan, dont on reprend le flambeau, mais bon, avec quand même des gardiens du temple, on peut le dire, puisqu'il y avait Harriet, qui était donc l'épouse, mais également collaboratrice de Robert Jordan, et puis l'éditeur, l'éditeur chez Thor, Tom Doherty, dont on pouvait penser effectivement qu'il allait surveiller étroitement l'évolution du travail. Voilà. Donc je sais que c'est Harriet qui vous a choisi, justement après avoir lu votre dernière série. Et
Qu'est-ce que ça donne finalement de prendre la suite finalement c'est un challenge total de reprendre un flambeau pareil avec tous les fans en plus, parce que les gardiens du temple, c'est pas seulement l'épouse et l'éditeur, c'est aussi tous les fans qui guettent la moindre défaillance. Yes, it very much felt like I suddenly became stepfather to 5 million very needy children. J'ai eu l'impression tout d'un coup de devenir le beau-père de milliers et de milliers d'enfants qui m'attendaient au tournant. And it was very daunting. The story has some interesting aspects. I didn't know I was being considered. I just got a phone call one day, and it was actually a voicemail from Robert Jordan's widow. En fait, l'histoire est pas inintéressante dans la mesure où je ne savais même pas que je faisais partie des gens qu'on avait contactés, auxquels on songeait pour prendre la suite. Et un jour, j'ai reçu un message sur mon répondeur téléphonique de la femme de Robert Jordan. And his widow is a very distinguished person in the field, known to be one of the great editors. She discovered him before she married him, and she also edited some things like Ender's Game and Fred Saberhagen and some of the greats in the field. And so, getting a call from her alone was very daunting, but having an inkling of what it might be about, just out of nowhere, was completely flabbergasting. Bon, et c'est quelqu'un, Harriet, qui est quelqu'un d'extrêmement connu et reconnu dans le milieu. C'est une éditrice de renom qui a édité plein de choses, dont Ender's Game par exemple, qui a édité donc Terry Pratchett, qui a édité plein de gens. Elle a commencé par éditer Robert Jordan avant de l'épouser, et rien que de recevoir un message de cette femme, c'était déjà assez impressionnant. Mais quand en plus on a une idée de ce pourquoi elle vous contacte, alors là c'est complètement bouleversant. So, how did it feel? It has been wonderful, difficult, and terrifying. Comment ça fait? Ben, c'est à la fois merveilleux, wonderful, merveilleux, difficile et absolument terrifiant. I have been reading these books since I was 14 years old, and I felt a great weight of responsibility, and so it's been a very interesting experience. Je lisais ces livres depuis que j'avais 14 ans, ce qui fait que j'avais tout le poids, je percevais le poids de la responsabilité qui était la même. Et ça a été une expérience absolument extraordinaire et très intéressante. Merci. Fabrice? Moi, non seulement je lisais les livres de Michael Moorcock, mais il m'est arrivé d'en voler. On peut dire le statut de fan primaire qui était mis à l'époque. Et moi, j'ai la grande chance d'avoir travaillé avec un auteur qui est encore vivant, et c'était peut-être ça la partie la plus gratifiante, puisque Michael Moorcock, avant même d'être quelqu'un avec qui j'ai travaillé, est devenu un ami. C'est qu'entre le moment où on s'est rencontrés, on a commencé à discuter de ce projet, et le moment où on a réellement commencé à travailler, pour des raisons contractuelles, il s'est écoulé pratiquement 2 ans, pendant lesquels finalement on était un petit peu en stand-by, en se disant qu'on va peut-être pas commencer à travailler parce qu'on n'a pas le contrat, donc allons au restaurant, quoi. Alors, l'histoire s'est faite de façon assez étrange. Donc Michael Moorcock, qui est un écrivain anglais qui vit aux États-Unis, passe de plus en plus de temps en France. Récemment, il a acheté un appartement à Paris. C'est un pays qu'il aime beaucoup et qui lui a toujours bien rendu, puisque notamment la série Elric a toujours bien marché en France, toujours bien été accueillie, et a sans cesse été rééditée et a sans cesse conservé des lecteurs. Et d'une certaine façon, pour Michael, il y avait une volonté de rendre un petit peu à la France ce qu'elle lui avait donné, et son idée était de rajouter un volume à la saga d'Elric et de le publier directement en français, et en premier lieu en français.
Problème, évidemment, Michael Moorcock ne parle pas et n'écrit pas un mot de français, donc il était obligé de s'associer avec un écrivain français. Deuxième problème, il n'en connaissait pas vraiment. Et c'est là que la chance intervient, puisqu'en fait, on a un ami commun qui est Jean-Luc Fromental, qui connaît lui Michael depuis 30 ans et dont j'ai été un des auteurs. Et quand Michael lui a fait part de sa volonté de collaborer avec un auteur français, qui tu me conseilles, et le premier nom qui est venu à l'esprit de Jean-Luc était le mien. Donc j'ai aussi moi reçu un coup de fil assez surprenant. Et il y a d'abord un peu d'incrédulité parce que même chose, j'étais fan de Moorcock dès l'âge de 15 ans. Et donc au début on ne comprend même pas de quoi il est question. Et puis après on s'est rencontrés et tout a été à partir de là très facile et pas très intimidant parce que Michael Moorcock est quelqu'un qui a entre autres qualités celle de se mettre totalement au niveau de son interlocuteur, de le hisser lui à son niveau à lui et de lui donner l'impression qu'on est son égal, ce qui est évidemment pas vrai. Et, Fabrice, quel effet ça a fait de se mettre dans la peau d'un héros de roman tel que Elric? Et même s'il y avait un support, d'ailleurs on pourra poser la question à Brandon aussi, comment est-ce qu'on s'arrange finalement avec tout ce qui préexiste? Et puis, là il y avait une novella qui avait été écrite, Black Petals peut-être, excusez-moi ma prononciation anglaise défectueuse. Et donc à partir de ce support, comment est-ce qu'on s'arrange autour de ça? Parce que je suppose que Moorcock, ne lisant pas le français, effectivement, il ne pouvait pas du tout réviser l'écrit que tu as produit. Mais en revanche, chez toi, comment est-ce que tu te débrouilles à partir de ce qu'a écrit Moorcock? Comment se met le travail autour de ce noyau finalement? Ça fait peser une responsabilité d'autant plus écrasante qu'effectivement, on se dit que personne ne va vraiment pouvoir contrôler, en tout cas pas le premier intéressé. Donc ça veut dire qu'il y a une confiance innée et qu'il me dit de toute façon, je sais que tu vas réussir. Ce qui est assez pénible en fait. Alors effectivement, c'est l'histoire qui a été écrite s'insère dans une chronologie puisque le cycle d'Éric est déjà terminé, on sait comment il se termine. Donc l'idée est d'insérer une histoire de plus dans la chronologie. Il y a effectivement cette novella, donc une grande nouvelle préexistante qui a été écrite en anglais, publiée en revue. Et donc ça, c'était notre point de départ. Donc moi, j'ai relu cette novella 2-3 fois. Ensuite, on s'est mis au travail. On a essayé d'étendre cette novella, de l'approfondir, de voir ce qui se passait avant, après, comment on pouvait transformer cette histoire assez courte en véritable roman. Donc ça nous a pris plusieurs mois de séances principalement orales, pendant lesquelles on prenait des notes et puis ensuite chacun rentrait chez soi puis on se souvenait plus du tout ce qu'on avait, comprenait plus ce qu'on avait marqué, donc on était obligé de rediscuter au téléphone, etc. Au final, on a réussi à se mettre d'accord sur un plan vraiment global. Après, pour rentrer moi dans l'écriture, pour retrouver un petit peu le style Moorcock, j'ai commencé déjà par traduire la novella en question, ce qui m'a permis de comprendre un peu comment il écrivait, en tout cas comment devaient être écrites les histoires d'Elric, parce que c'est pas forcément comme ça que lui écrit d'autres histoires, mais il y a un style particulier qui est assez emphatique, assez baroque, avec beaucoup d'allusions aux cinq sens. Voilà, c'est un style assez riche, assez imagé, qui n'est pas forcément, moi, mon style non plus. Donc, il faut s'approprier ce style-là. Et pour ça, finalement, traduire le texte, c'est comme recopier des passages. Et c'est par ce processus d'appropriation-là qu'on commence à rentrer dans la langue. Et puis après, le reste, il fallait l'écrire. Et puis, je me suis lancé. Mais c'est comme s'il y avait eu un sas, en fait, avant. Et la logique et la musicalité de cette langue, j'avais déjà commencé à l'acquérir. Oui, d'ailleurs, tu disais dans une interview à Libération, j'ai la faculté d'être une éponge stylistique, je pourrais être un bon plagiaire.
Oui, c'est vrai. Et j'imagine que ça doit aider. ça pose un problème parfois, parce que quand je suis en train d'écrire mes propres romans, si j'ai lu un truc super avant, je vais avoir tendance à refaire ça. Voilà, donc j'essaye d'éviter avant d'écrire maintenant, de lire quoi que ce soit. Enfin, en tout cas, pas des romans qui pourraient se rapprocher de ce que je fais. Mais en l'occurrence, pour cet exercice-là, ça a été assez pratique, et c'est peut-être aussi pour ça qu'on a fait appel à moi. Ouais. Et en revanche, Brandon disait dans une interview à elbaki.net qu'il ne tenterait pas de copier le style de Jordan au risque de réaliser une parodie maladroite. Il avait l'intention de s'attarder plus sur les descriptions et sur les personnages que dans ses propres livres, tout en annonçant qu'il n'était pas Robert Jordan et que le livre serait fatalement différent. Voilà. Cependant, on sait que des pans entiers en fait, de l'histoire étaient déjà écrits et que même, je pense, la fin, il pourra peut-être nous le confirmer, était sinon écrite, du moins dans l'œuf, enfin elle était quasiment là. Donc, même question que pour Fabrice, comment est-ce qu'on s'arrange finalement avec une histoire qui est déjà là et dans laquelle finalement on doit s'insérer avec tout un background qui existe déjà, et puis finalement des pans entiers d'histoire qui sont déjà écrits. Je ne parle pas des notes, parce que les notes, on peut toujours se débrouiller avec, et puis finalement faire du Sanderson avec du Jordan. Mais quand on a déjà des écrits qui existent, comment est-ce qu'on se débrouille avec ça pour tisser son propre texte avec? Often, I will take some of these sections that he wrote, where many times they'll be half a page or a page, and I will build outward from them, much as that in chemistry, you can start growing crystal with a seed of that crystal, or you can well, I won't use a metaphor, it's more difficult because I don't want my translator for that. En réalité, ce que je faisais, c'est que je prenais des sections qui étaient déjà écrites, peut-être une demi-page ou une page entière, et à partir de là, je construisais un petit peu comme en chimie, on peut construire un cristal à partir d'une toute petite graine, mais je ne vais pas continuer à filer la métaphore par indulgence pour mon interprète. But you are right, I decided consciously not to try to imitate Robert Jordan line by line. Part of the reason I decided this is because I worried I would be spending more time deciding if this word was a word Robert Jordan would use than I would spend actually writing the book. Mais vous avez raison, j'ai délibérément décidé de ne pas imiter Robert Jordan, et je l'ai fait parce que je me suis dit que sinon, je passerais peut-être plus de temps à m'interroger sur est-ce que ce mot serait un mot qu'aurait utilisé Jordan plutôt qu'à écrire le livre lui-même. Though I did an interesting thing where I divided, at least to me, this makes sense to me, I don't know if it makes sense to anyone else, I divided Robert Jordan's style from the Wheel of Time style. And I said, I want this to imitate the style of the Wheel of Time, but not necessarily look at the line by line and imitate the style of Robert Jordan. Et je ne sais pas si ce que je vais dire fait sens pour quelqu'un d'autre que pour moi, mais j'ai essayé de dissocier le style de Robert Jordan, c'était inévitable, le style de Robert Jordan d'une part, et le style des Roues du Temps d'un autre côté. Et si j'ai voulu rendre le style des Roues du Temps, c'était pas forcément ligne à ligne le style de Jordan. And the big difference for me with the style of the Wheel of Time was to make sure I was maintaining the right sense and feel for the readers, particularly that the characters remained the same characters, but also that the tone remained the same tone. And these were more important to me than the little stylistic word choices. Et ce que je veux dire par là, quand je veux dire que j'ai respecté le style des Roues du Temps, c'est que c'était plutôt une affaire de ton qu'il fallait conserver, et une affaire de conserver les mêmes personnages et le même sentiment qu'on a de l'évolution des personnages, plutôt que de m'attarder à la stylistique mot à mot de comment Robert Jordan écrit. And The Wheel of Time is primarily a character-driven story. Lots of different characters. And if there's a complaint leveled about it, it's that nothing happens. We just spend time with these characters. And
that can be a valid complaint, but it also is the strength of the series, because those of us who love the series love it because we enjoy spending time with these characters. So I felt it very appropriate to focus on getting the characters right. Et ce qu'on peut dire des Roues du Temps, c'est que c'est vraiment des histoires qui sont fondées sur les personnages. Il y a des gens qui critiquent cette série en disant finalement il n'y a pas beaucoup d'action, il ne se passe pas grand-chose. Et effectivement, c'est une critique qu'on peut adresser, mais d'un autre côté, ce que ça veut dire aussi, c'est que les gens qui aiment ces livres à cause des personnages et qui veulent en savoir plus sur ces personnages. Donc il m'a paru important et même primordial de respecter ces personnages et de les approfondir. C'est pour ça que ça a pris cette ampleur absolument extraordinaire par rapport à finalement ce que devait être la longueur de roman au départ. Et que vous êtes parti sur une trilogie et au lieu d'écrire un unique roman pour conclure cette série. Well, Parce yes, qu'il y avait tous ces personnages secondaires que vous souhaitiez développer. Yes and no. Robert Jordan had promised a book of a certain length. He said it would be so long that they would need to sell it with a wheelbarrow to get it out of bookstores. Mais oui et non, parce qu'en même temps, Robert Jordan avait dit qu'il écrirait un seul livre, mais un livre qui serait tellement énorme qu'il faudrait l'acheter à l'aide d'une brouette pour le sortir des librairies. And that had always made the publisher scared. And I wrote it at the length the outline indicated that I felt was right. I didn't expand upon that, but whereas Robert Jordan may have convinced them to publish a single 2,000-page volume, they told me they were breaking it. So. Et effectivement, il les a un tout petit peu effrayés quand il a annoncé ça, mais je n'ai pas étendu l'histoire au-delà de ce que la structure, le plan général impliquait, mais là où il avait peut-être réussi à les convaincre de publier un seul livre de 2000 pages, ils m'ont dit que pour ce qui me concernait, il fallait couper ça en plusieurs morceaux. Merci. Nicolas, en ce qui vous concerne, le défi était sans doute aussi grand, hein, parce qu'il y a aussi beaucoup de gardiens du temple pour Lovecraft, mais vous vous êtes donné une grande liberté en vous lançant dans la description d'une ville imaginaire, Cadas, et puis finalement à rester dans les interstices de l'œuvre. Voilà, bon, on pourrait dire aussi que Fabrice, avec Michael, c'est finalement aussi se glisser dans un interstice. Mais là, vous avez finalement, vous vous êtes donné une grande liberté en créant cette ville. Oui, complète. Complète, mais alors avec certains... on a eu un petit problème temporel quand même, parce qu'il y a 4 écrivains qui ont écrit des nouvelles. Voilà, peut-être en fait, on va... Le principe, je raconte très brièvement la façon dont ça s'imbrique. En fait, Cadas est une cité qui n'est quasiment pas décrite dans l'œuvre de Lovecraft. C'est 2 phrases, des petits bouts. En fait, Rudolph Carter atteint le château qui est au centre de la cité. La cité en elle-même, on ne la voit que de haut et à la hauteur des nuages. Donc voilà, c'est à peu près tout ce qu'on voit à Cadas. Il y a quelques pistes, c'est tout. Donc la volonté, c'était une description onirique de Cadas. Donc il y a un peu... j'avais une totale liberté, mais parce que aussi, 4 écrivains avaient une totale liberté d'écrire des histoires qui retracent le parcours d'êtres humains, puisque c'est la cité dans laquelle résident les dieux Lovecraftiens, tout le panthéon Lovecraftien, et plus tout ce qui peut être de nature extraterrestre ou autre. Et en fait, quasiment seuls les humains n'arrivent pas dans cette cité. Donc là, la description, c'était de prendre le récit de 4 personnes qui, dans des temps et à des moments différents, et dans des lieux différents, entrent dans Cadas et comment ils y vivent, et comment ils évoluent dans Cadas. Donc il y a d'abord ce parcours des écrivains, mais qui ont quand même démarré plus tôt que moi. C'est des raisons du temps, parce qu'autrement on l'aurait vraiment fait à l'envers. Ça c'est voilà, c'est même pas un choix éditorial, ça s'est fait comme ça. Voilà, donc il faut quand même signaler donc il y a Raphaël les 4 écrivains, donc David Camus, Laurent Bourgeois et David Camus, qui est également le traducteur de Démons et Merveilles. En parallèle, pendant qu'il a fait l'écriture de son quart d'ouvrage, il a en même temps retraduit Démons et Merveilles. Et en fait, il a eu un rôle primordial à ce moment-là, parce que il y a tellement de mauvaises traductions de Lovecraft qui naviguent,
qu'on relevait tous les contresens et qu'il y a beaucoup de choses qui allaient à l'encontre même des descriptions, mais que ce soit de Kadat, des créatures et de tout. Donc le premier travail a été de voir longuement avec David beaucoup de définitions, parce que vraiment tout partait de travers. Donc ça, il y a eu un gros travail éditorial de ce point de vue-là. Après, ma liberté, elle a été totale à partir de ça. C'est-à-dire qu'on a eu quelques réunions tous ensemble, donc les 4 écrivains et moi, juste pour élaborer des idées, des pistes. Et en fonction de ces pistes, eux, ils ont commencé à écrire, moi j'ai commencé à dessiner. J'ai commencé à lire les premiers résultats d'écriture, et en parallèle de ça, j'ai fait les dessins, mais un petit peu plus tardivement. Et eux, je veux dire, en guillemets, n'ont pas eu à dire, à donner leurs mots. Évidemment, moi je fais des galeries en ligne, donc ils suivent en permanence le travail, l'évolution du travail, mais finalement ils ont vu assez vite les résultats, ils ont vu avancer ça, et ils ont des critiques évidemment, et puis, mais j'ai eu une totale liberté. Alors, est-ce qu'il y avait un maître d'ouvrage? Parce que quand on oui, c'est Raphaël Gradit-Cassagnac, qui est le dernier écrivain, voilà, et qui a écrit postérieurement aux 3 premiers. C'est voilà, un peu compliqué. Donc, lui, il a écrit au-delà du travail des écrivains, de mon travail, et il a terminé. Oui, en fait. Oui, parce qu'il voulait écrire au travers de la description visuelle aussi. Voilà. Tout à fait. Et voilà, parce qu'on sent la façon dont le livre est construit, on sent qu'il y a une sorte de maître d'œuvre. Oui. Qui entretissent en fait finalement oui. tous les textes, cette construction en forme de guide en fait. Voilà. Alors, il y a un autre maître d'ouvrage, c'est Franck Lachard, qui a le titre de graphiste, mais qui est vraiment directeur artistique chez Nemos, et puis c'est un ami avec qui je collabore depuis une dizaine d'années, et il y avait des vrais paris graphiques à faire, et ces paris, c'est pas simplement à l'exécution d'images, c'est aussi à la façon de les mettre en valeur à l'intérieur de l'ouvrage. Et ça, c'est une autre notion en illustration qui est parfois oubliée, mais c'est une fabrication. La mise en page. Alors, la mise en page, et puis, mais ce sont des choix, c'est le choix du papier, voilà, ce sont des choses comme ça. Ça paraît bête, mais en fait, ça change radicalement l'impact des images. Mais radicalement, d'ailleurs, quand on va voir sur votre site, les images sont beaucoup plus lumineuses, par exemple. Oui, alors, il y a une raison, tout à fait. C'est-à-dire que le papier mat fait tellement boire le noir qu'il a tendance à disparaître à certains moments, et on savait avec Franck qu'en choisissant ce papier, j'allais descendre la qualité des images. Mais en fait, il y avait un choix très précis à faire. C'est-à-dire que Kadat, comme c'était raconté au travers de 4 histoires, et aussi de différentes approches graphiques, puisqu'il y a des clés de nez, des illustrations, de la fausse photographie, de la fausse peinture, il fallait que tout ça ait un sens. Et pour que ça ait un sens, il fallait qu'il y ait un liant graphique. Ce liant graphique, ça a été de rabaisser finalement l'ensemble des images au travers d'une mise en page et d'un papier pour que justement ça devienne une évidence, au risque de détruire l'image. Mais c'est une notion qui est assez importante, et il a fallu passer par là. Bon, moi, Franck, je lui dis, vas-y, ouais, pas de problème. D'accord. Et qu'est-ce qui a eu l'idée d'organiser ce livre comme justement un sorte de guide touristique avec des renseignements, des mises en garde, des index, des itinéraires et des plans? Alors c'est très collégial, c'est quand même avec Frédéric Veil qui est le directeur des éditions de Nemos, c'est lui qui est l'instigateur du projet de la collection. Après, ça a été des suites de discussions collégiales où on a tous participé. Raphaël a pas mal participé, il avait déjà participé au premier ouvrage de la collection à Lille sur l'univers de Mathieu Gabory. Donc pour mettre tout ça en place. Donc après, la question c'était de se dire, est-ce qu'on s'oriente vers un guide de jeu de rôle qui est une sorte de précis supplément jeu de rôle? On s'est dit non, surtout pas. En fait, c'est pas notre but. Malgré tout, on est tous joueurs de jeu de rôle. Ça peut en faire un petit quand même. Ben oui, alors ça on le savait aussi, parce qu'on est tous joueurs de jeu de rôle. Donc on le fait comme on veut, et après on lui donne quand même une forme qui laisse la possibilité à des joueurs de jeu de rôle de se l'approprier. Mais c'est pas le but non plus. Ouais. D'accord. Merci. J'espère. Vous avez dit quand même dans une interview donnée à la salle 101, en fait, j'avais envie de m'amuser avec la façon dont les gens perçoivent la littérature classique. Je ne sais pas comment ça se passe en France, mais en Angleterre, il y a une pression terrible autour de Shakespeare, un culte absolu réservé à l'intelligentsia. C'est idiot,
Shakespeare ne l'aurait sans doute pas approuvé. Il écrivait pour tout le monde. Je pense vraiment que l'intelligentsia a détourné la littérature classique, qui n'est pas autre chose que des histoires géniales, et l'a rendue inabordable. Donc, je ne suis pas d'accord. Récupérons-la, amusons-nous avec, et ressuscitons-la. On voit comment vous vous amusez. Un petit petit Merloir, tous les personnages de Contine se mettent en grève pour réclamer des heures supplémentaires. Le chat du Cheshire se joint à la partie. Falstaff se aussi mis aussi. Le passage de Shakespeare. Shakespeare dont vous dites d'ailleurs qu'il devrait être interdit à l'école, parce que effectivement ça dégoûte à jamais les enfants ensuite. Les enfants, on ne dit quand même pas Shakespeare quand on est enfant. Mais les adolescents qui découvrent Shakespeare sont dégoûtés à jamais de le lire ensuite. Voilà, donc vous avez une position extrêmement radicale. Donc vous pouvez nous expliquer, vous expliquer aussi d'ailleurs comment est née cette série. Donc votre idée générale c'était de projeter les personnages de romans dans la vie réelle. Donc vous vous êtes imaginé comment Jane je prononce à la française. Janer pourrait être kidnappée. Par qui elle serait kidnappée? Dans quel monde ce serait possible? Voilà. Et évidemment, comment on va construire un monde dans tous ces... Pourquoi elle aurait été enlevée, bien sûr. Et évidemment, vous allez construire un monde où ces choses sont possibles et tout en découle. Voilà. Alors, donc, vous pouvez nous donner quelques éléments sur qu'est-ce qui a été le déclencheur. Alors, bon, on a déjà donné quelques éléments dessus. Well, the central sort of conceit within the Thursday Next series is that characters in books are real and they're live, and they're only seen as though they're characters on a page. But when you stop reading the book, then they just carry on their lives as normal. And often characters have several roles. They can even have other jobs in other books. But this goes to some way towards explaining that when you read a book and you see a continuity error, or that something doesn't add up, then actually something is going on inside the book that the author doesn't probably know about. And what one can do then is find all these interesting continuity errors in the classics, of which there are many because they didn't have access to word processors. And then use those as detective stories for my character Thursday Next, who actually exists, who can actually travel around inside books. Oui, alors effectivement, le concept central de mon roman, c'est le fait que les personnages de roman existent vraiment. On a juste l'impression que c'est des personnages, mais en fait, ce sont de vraies personnes. Et en fait, quand vous arrêtez de lire un roman, il se passe encore des choses. Enfin, il continue d'exister à l'intérieur. Certains jouent plusieurs rôles dans le roman, d'autres ont d'autres boulots dans d'autres romans. Et donc, quand on lit des classiques, on peut remarquer qu'il y a des fois des petites erreurs, enfin, il y a des problèmes de logique des fois dans la continuité de l'histoire. Et toutes ces petites erreurs, en fait, c'est parce que les personnages ont encore leur vie quand l'écrivain arrête d'écrire et il ne le sait pas. Donc c'est les personnages eux-mêmes qui ont leur propre vie. Et donc moi je me suis amusée à chercher toutes ces erreurs dans les grands classiques, et il y en a beaucoup parce qu'à l'époque ils n'avaient pas d'ordinateur et que c'était un peu moins facile de vérifier tout ça. Et je m'en sers pour créer des histoires du détective. Donc le détective s'appelle Thursday Next, qui a la capacité de voyager d'un roman à l'autre. So to give you an example, at the beginning of Great Expectations, one of the central characters, Magwitch, swims from a prison hulk in the River Medway to the shore. And when he gets on the shore, he asks a young lad to get a file and file off this great iron that he has on his ankle. Now, clearly, you're seeing the problem with this story straight away is that Magwitch could not possibly have swum from the prison hulk to the shore with this huge iron on his leg. Now, if Magwitch drowns, then there is no book. So what Thursday, my heroine, has to do is to ensure that he can safely get from the prison hulk to the shore without drowning. And to do so, she simply puts a life preserver on the side of the prison hulk, and presumably he uses that to get to the shore. It's just an example by way of how one can have fun with the classics.
and explain away some of the stranger aspects of them. Alors, je vais vous donner un exemple. Dans Great Expectations, il y a un personnage qui doit nager d'une prison jusqu'au rivage. Et quand il arrive sur le rivage, il demande à un jeune homme qui se trouve là de l'aider à se débarrasser. Alors, il a un poids à la cheville. Et le problème, c'est que techniquement, s'il avait ça attaché à la cheville, comment il pouvait nager de la prison jusqu'au rivage? C'est pas possible, il aurait dû couler. Maintenant, s'il coule, techniquement, il n'y a pas d'histoire. Donc, le travail de Thursday Next, donc du détective, c'est de s'assurer qu'il arrive de la prison jusqu'au rivage. Et du coup, elle lui a préparé une bouée pour qu'il puisse s'en sortir. Et il a utilisé cette bouée. C'est un exemple de comment on peut s'amuser avec ce genre de classique où il y a des choses pas très logiques. Vous pouvez nous dire un tout petit peu, nous préciser par exemple qu'est-ce que c'est le portail de la prose, comment votre inspecteur justement Thursday Next pénètre dans le monde des livres, et quel est son travail, les obsèques. What happens is that I think what I started off with the idea of this was that I like the idea of Jane Eyre being kidnapped out of Jane Eyre. Now, because Jane Eyre is told in the first-person narrative, this means that if she's stolen out of the original manuscript, then every single copy of every single book on the entire planet is blank from the point she was kidnapped. And I just kind of like this idea that all of a sudden that book that you thought was a book is not a book, that there is something going on inside the book. And my character, Thursday Next, discovers that her mad inventor uncle has developed a machine that can actually get inside books, and the world's third most evil man has kidnapped her uncle and the machine, and has kidnapped also Jane Eyre and holding her to ransom. Donc alors, ce qui se passe, c'est qu'au début, j'aimais bien l'idée que Jane Eyre se fasse kidnapper et qu'on l'enlève du roman. Le problème, c'est que le roman est raconté à la première personne. Donc dès l'instant où on la sort du roman, il n'y a plus d'histoire. Donc on se retrouve avec un roman où toutes les copies à travers le monde entier, dès l'instant où elle est enlevée, il n'y a plus rien sur les pages. Donc j'aimais vraiment cette idée d'un livre qui finalement n'en était plus un, puisqu'il n'y a plus rien d'écrit dedans. Et il se passe des choses à l'intérieur même de l'histoire. Alors, l'oncle de Thursday Next a créé une machine qui permet de rentrer dans les romans, et le troisième homme le plus maléfique de la planète a enlevé l'oncle de Thursday Next, la machine et Jane Eyre. Et donc, vous avez... on a parlé aussi de la façon dont on construit l'histoire, etc. Moi, je pense qu'il y a une dimension dans vos livres, en dehors du fait que vous vous amusez énormément avec cette littérature classique et que vous vous en servez d'une façon complètement satirique, finalement, pour interroger un certain nombre des déviances et des déviations de la société actuelle et d'appliquer le doigt là où ça fait mal, et bien mal. Je pense qu'il y a une dimension de vos livres moi, qui m'intéresse et qui me plaît beaucoup, c'est le jeu avec le langage. Donc vous pouvez nous donner quelques petits éléments sur la création de mots. Oh, that's going to be a tricky question. I like wordplay. Wordplay is fun. It's like having silly names for characters, using puns. I tend to like to write really against genre. I take a genre and then try and subvert it in any ways I can. I do like multi-layering books, and once I've written a book, I then go through it and think what else I can do with it. And if there's an unusual way I can use words, or some better way in which I can say something, or something that's more quirky, then I usually do it. The great fun of writing books that don't seem to have their own particular genre is that I really have no constraints at all, and I can write pretty much whatever comes into my head.